Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans 20 et 1 mille d'eau, des drones, du pétrole et un pari politique entrent en collision et le monde entier commence à en payer le prix. Un blocus peut sembler puissant dans une publication sur Truth Social jusqu'à ce que la facture arrive à chaque pompe à essence de la planète. Un navire cargo a été saisi. Des marines américains se trouvaient sur son pont. Et en quelques heures, l'Iran a fait ce qu'aucune nation n'avait osé faire depuis plus de 80 ans. Il a lancé une attaque directe par drone contre des navires de guerre des États-Unis. Le détroit d'Ormuz, ce corridor unique qui contrôle 20% du pétrole mondial, s'est retrouvé paralysé. Ce que la plupart des manchettes laissent de côté, c'est la vraie question. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas eu peur ? Le matin du 20 avril 2026, un immense navire cargo iranien appelé le MV Tuska traversait le golfe d'Oman. Il se dirigeait vers Bandar Abbas, l'un des ports les plus importants de l'Iran. Le navire mesurait près de 900 pieds de long, soit à peu près la taille de 3 terrains de football américains placés bout à bout. Mais ce matin-là, il n'a jamais atteint sa destination. Le USS Prudence, un destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke, l'un des navires de guerre les plus avancés de la marine américaine, s'est avancé pour l'intercepter. La raison était simple. Quelques jours plus tôt, le 13 avril 2026, les États-Unis avaient déclaré un blocus naval des ports iraniens. Tout navire transportant des marchandises vers des ports iraniens ou en provenance de ces ports devait être arrêté. Le MV Tuska figurait sur cette liste. Ce qui a suivi n'a pas été rapide. Pendant 6 heures complètes, le USS Prudence a lancé des avertissements. Des appels radio ont été répétés. Des fusées de signalisation ont été tirées. L'équipage du Tuska a reçu l'ordre, clairement et directement, d'arrêter le navire. Pendant 6 heures, le Tuska a continué d'avancer. Puis le USS Prudence a ouvert le feu. Non pas pour couler le navire, mais pour le neutraliser. Un obus naval de 127 mm a traversé la salle des machines du navire. Le Tuska a perdu sa puissance. Il s'est immobilisé sur l'eau. En quelques minutes, des marines de la 30 et une unité expéditionnaire des marines sont descendus en rappel rapide depuis des hélicoptères sur le pont. Ils ont pris le contrôle complet du navire. Il n'y a eu aucune victime américaine. Toute l'opération a été rapide et précise. L'annonce est arrivée vite. Le président des États-Unis a publié sur Truth Social, décrivant le Tuska comme ayant presque la taille d'un porte-avions et affirmant que son équipage avait été stoppé net. Cela a été présenté comme une démonstration de force, l'Amérique faisant respecter son blocus et tenant parole. Dans le style Trump de gestion de crise, une opération militaire n'est jamais vraiment terminée tant qu'elle n'a pas été transformée en slogan de campagne. Mais à Téhéran, un message très différent a été reçu. Pour comprendre pourquoi l'Iran a réagi comme il l'a fait, il faut comprendre ce que ce blocus signifiait du point de vue iranien. Les États-Unis n'avaient pas simplement arrêté un navire. Du point de vue de Téhéran, le blocus des ports iraniens était un acte de guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères l'avait déjà qualifié de violation du fragile cessez-le-feu négocié quelques semaines plus tôt par l'entremise du Pakistan. Ce cessez-le-feu avait été conclu le 8 avril, après une période de frappes militaires américaines intenses contre des infrastructures militaires iraniennes. Des frappes que le secrétaire américain à la Défense avait décrites comme la première attaque américaine contre un navire de guerre ennemi depuis la Seconde Guerre mondiale. Le cessez-le-feu était fragile dès le départ. Les deux camps avaient immédiatement commencé à en tester les limites. L'Iran avait commencé à imposer des droits de passage de plus d'$1 million par navire aux bâtiments voulant traverser le détroit d'Ormuz. Les États-Unis avaient envoyé des destroyers pour des opérations de déminage. Chaque camp accusait l'autre de violer l'accord. Puis est arrivé le Tuska. Quelques heures après l'abordage, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a publié un communiqué officiel. Il a qualifié la saisie de piraterie armée. Ce choix de mots était délibéré. En parlant de piraterie plutôt que d'agression militaire, l'Iran se plaçait en victime au regard du droit maritime international, envoyant un message non seulement à Washington, mais aussi au monde entier qui observait. Puis les drones ont été lancés. L'agence de presse iranienne Tasnim, directement liée au CGRI, l'a rapporté en premier. Les forces navales iraniennes avaient lancé des attaques de drones contre des navires militaires américains dans le golfe d'Oman. La télévision d'État iranienne l'a confirmé. Le communiqué du CGRI était direct. Après l'attaque américaine contre le Tuska, les forces iraniennes avaient riposté contre des navires de guerre américains. Simultanément, l'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz complètement fermé. Pas partiellement contrôlé, pas soumis à un péage, complètement fermé. Tout navire le traversant sans permission iranienne s'exposerait à des conséquences militaires.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine se retrouvait du côté qui recevait une attaque directe par drone lancée par un État-nation. Pas une milice, pas un groupe mandataire. La République islamique d'Iran elle-même avait riposté. Le monde s'est arrêté. La question que la plupart des manchettes n'ont jamais posée était de savoir pourquoi l'Iran n'avait pas peur. Un pays soumis à des sanctions paralysantes, un pays qui venait de voir des navires de guerre américains détruire ses infrastructures navales, un pays dont le guide suprême avait été tué, dont le cessez-le-feu s'était effondré et dont l'économie perdait, selon les estimations, 500 millions de dollars chaque jour. Et pourtant, ce pays a lancé des drones contre la marine la plus puissante du monde. Voilà la partie qu'aucune publication triomphale ne peut expliquer facilement. La peur ne suit pas toujours le calendrier de la communication politique. Pour comprendre cette décision, il faut remonter en arrière. Pas avril 2026, mais dans une salle de briefing classifiée du Pentagone quelque part autour de 2019. Car c'est là que les planificateurs militaires américains ont reconnu discrètement quelque chose qui aurait été impensable 10 ans plus tôt. Ils ont reconnu que le programme de drones iranien était devenu une menace asymétrique, réelle, crédible contre la puissance navale des États-Unis. Pas une nuisance, pas un irritant mineur, une vraie menace. Cette reconnaissance a tout changé. Le programme de drones iranien n'est pas apparu du jour au lendemain. Il s'est construit sur 30 ans de sanctions, de rétro-ingénierie et de ce que les analystes militaires décrivent comme une ingéniosité née de la contrainte. Lorsque les États-Unis et leurs alliés ont imposé des embargos sur les armes à l'Iran, l'objectif était d'affaiblir son armée. Et en ce qui concerne les avions de chasse, les destroyers navals et les systèmes de missiles avancés, ces embargos ont fonctionné. L'Iran ne pouvait pas acquérir ces équipements. Mais les sanctions ont produit un effet inattendu. Elles ont forcé l'Iran à emprunter une voie militaire complètement différente, moins coûteuse, plus rapide à produire, plus difficile à détecter et d'une efficacité dévastatrice contre exactement le type de grands navires de guerre coûteux et lents que la marine américaine avait dépensé des billions de dollars à construire. Les sanctions étaient censées coincer l'Iran. Au lieu de cela, elles ont contribué à créer un menu d'armes moins coûteuses pour une guerre que personne ne voulait chiffrer honnêtement. En 2026, l'Iran avait développé ce que les analystes militaires classent comme des systèmes de drones de catégorie 1 et de catégorie 2. Des plateformes d'attaque à sens unique, peu coûteuses, produites en masse, construites pour faire une seule chose, voler jusqu'à une cible et exploser. Il ne s'agit pas de munitions guidées de précision valant des centaines de milliers de dollars. Certains drones d'attaque iraniens coûtent moins cher qu'une voiture d'occasion. Les estimations situent le coût de certains modèles à aussi peu que 20 000 dollars l'unité. Le calcul compte. Le système de combat Aegis de la marine américaine, l'étalon or de la défense aérienne navale, repose sur des missiles intercepteurs qui coûtent entre 1 million et 4 millions de dollars par tir. L'Iran peut lancer 50 drones pour le prix d'un seul intercepteur américain. Si ces drones arrivent simultanément dans un essaim coordonné, les mathématiques commencent à jouer de façon catastrophique contre même le système de défense le plus avancé du monde. Il est difficile de vendre ce calcul dans un rassemblement politique. Un camp tire un drone au prix d'une voiture d'occasion, l'autre répond avec un missile au prix d'un appartement de luxe. Les experts militaires appellent cela le problème du chargeur. Le navire défenseur épuise ses intercepteurs avant que le camp attaquant ne soit à court de drones. C'est la logique stratégique qui se trouvait derrière tout ce qui s'est passé dans le golfe d'Oman ce matin d'avril. La dimension maritime internationale est tout aussi importante. Les États-Unis avaient soigneusement formulé leur déclaration de blocus pour rester dans les limites, ou du moins près des limites, du droit maritime international. Les juristes américains l'avaient présenté comme une mesure chirurgicale. Seuls les navires entrant dans les ports iraniens ou en sortant seraient interceptés. Tous les autres navires traversant le détroit conserveraient leur liberté de navigation. Mais le droit international ne tranche pas clairement cette question. En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la liberté de navigation dans les détroits internationaux est un droit protégé. L'Iran, toutefois, soutenait que le blocus de ces ports constituait un acte de guerre dans le cadre du même ordre juridique international. Les deux arguments ont leurs défenseurs juridiques. Les deux camps le savaient. L'ambiguïté juridique n'était pas un accident. Elle faisait partie du piège dans lequel les deux nations s'étaient avancées. Et quand une politique est écrite comme une échappatoire, chacun fait semblant que le piège appartient à l'autre. Sur le terrain, ou plutôt sur l'eau, la situation dans le détroit d'Ormuz devenait impossible à gérer. Environ 230 pétroliers chargés auraient été immobilisés dans le golfe Persique, incapables de bouger. Chacun représentait des centaines de millions de dollars en cargaison. Leurs équipages, des marins philippins, indiens, sri-lankais et ukrainiens,
se retrouvaient effectivement piégés dans un affrontement militaire qu'ils n'avaient aucunement contribué à créer. Les 3 plus grandes compagnies de transport maritime par conteneur de la planète, Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, avaient déjà suspendu leur passage dans le détroit plusieurs semaines plus tôt, lorsque les tensions avaient commencé à grimper. Avec les drones maintenant dans les airs et le détroit déclaré complètement fermé, le monde maritime s'est pratiquement figé. Aux États-Unis, la réponse officielle a été remarquablement prudente. Il n'y a eu aucune annonce indiquant que des navires américains avaient été touchés, aucune confirmation de dégâts, aucune victime signalée. Et ce silence en disait long. Car à l'ère de l'imagerie satellite et des marins munis de téléphones intelligents, l'absence de toute confirmation visuelle soulevait une question critique que les analystes militaires se posaient déjà derrière des portes closes. Les drones iraniens ont-ils réellement touché quelque chose? Ou s'agissait-il d'une démonstration suffisamment proche du réel et assez calculée pour éviter de déclencher une riposte militaire totale? Cette question allait définir tout ce qui suivrait. Il y a un chiffre qui explique tout, 11%. Le 17 avril 2026, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est avancé vers un micro et a prononcé 2 mots, détroit ouvert. En quelques minutes, le pétrole Brent, référence mondiale du pétrole, a chuté de 11%. Les marchés boursiers ont rebondi. Les compagnies maritimes ont commencé à recalculer leurs itinéraires. Les négociants en énergie ont soufflé pour la première fois depuis des semaines. 2 mots, 11%. Ce moment unique a révélé quelque chose qu'aucun briefing militaire, aucun paquet de sanctions et aucun blocus naval ne pouvaient changer. Un pays capable de faire bouger tout le marché pétrolier mondial de 11% avec une seule conférence de presse n'était pas un pays sans pouvoir. Et les conséquences de ce pouvoir, désormais pleinement libéré après l'abordage du Tuska et les frappes de drones, commençaient à atteindre des gens qui n'avaient jamais entendu parler du détroit d'Ormuz et qui n'avaient aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient sur une carte. La géographie est vertigineuse lorsqu'on l'énonce simplement. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille de large à son point le plus étroit, 20 et 1 mille. Une personne pourrait se tenir au milieu de cette voie maritime et voir les 2 rives. Et par ces 20 et 1 mille transits, environ 20% de tout le pétrole échangé dans le monde chaque jour. Environ 17 à 20 et 1 million de barils de pétrole brut transportés par pétrolier toutes les 24 heures. Il n'existe aucun pipeline capable de le remplacer. Il n'existe aucun autre itinéraire capable d'absorber ce volume. Le Cap de Bonne-Espérance ajoute 14 jours de navigation à n'importe quel voyage. La chaîne mondiale d'approvisionnement en pétrole n'est pas conçue avec 2 semaines de marge. Elle est conçue au plus serré, et les systèmes serrés se brisent lorsque le nœud critique disparaît. Aucun slogan ne peut construire un détroit d'Ormuz de rechange du jour au lendemain, peu importe avec quelle assurance il est tapé en lettres majuscules. La question suivante est de savoir qui cela frappe réellement. À ce moment de l'histoire, les États-Unis sont indépendants sur le plan énergétique. L'Amérique produit plus de pétrole et de gaz naturel qu'elle n'en consomme. Une fermeture du détroit nuit à l'économie américaine. Les prix de l'énergie montent. Les pressions inflationnistes s'accumulent. Les coûts pour les consommateurs augmentent. Mais cela n'éteint pas les lumières dans les villes américaines. Au Japon, l'histoire est complètement différente. Le Japon importe environ 90% de son énergie. La Corée du Sud en importe près de 80%. Taïwan, l'île qui se trouve au centre de toute la chaîne mondiale d'approvisionnement en semi-conducteurs, l'endroit où sont fabriquées les puces qui font fonctionner chaque téléphone intelligent, chaque voiture et chaque système militaire, dépend fortement de l'énergie du Golfe. Si le détroit d'Ormuz reste fermé ne serait-ce que 2 semaines, le choc économique pour les 3 alliés pacifiques les plus essentiels de l'Amérique devient catastrophique. Les usines ralentissent. Le rationnement de l'énergie commence. La pression politique sur les gouvernements pour trouver une solution, n'importe quelle solution, devient écrasante. Ce n'est pas un accident de géographie, c'est une stratégie. L'Iran ne fermait pas simplement une voie maritime. Il pointait une arme économique directement vers les nations dont l'Amérique dépend le plus dans le Pacifique. Chaque jour où le détroit restait fermé, les appels de Tokyo, de Séoul et de Taipei vers Washington devenaient plus pressants et plus désespérés. C'est là que America First commence à recevoir des appels urgents des alliés dont elle a encore besoin en 2e, en 3e et immédiatement. Pendant ce temps, un sondage mené au Royaume-Uni au plus fort de la crise a révélé qu'un citoyen britannique sur 10 avait déjà commencé à stocker du carburant. Stocker du carburant en Grande-Bretagne au vin est une siècle à cause d'un affrontement naval dans une voie maritime que la plupart de ces mêmes personnes n'auraient pas su situer sur une carte 12 mois plus tôt. Voilà à quel point cette crise a rapidement et personnellement touché les familles ordinaires loin du Golfe. Puis sont venues les conséquences diplomatiques.
et elles ont été graves. Avant la saisie du Tuska, avant le lancement des drones, des pourparlers de paix devaient avoir lieu à Islamabad. Le Pakistan s'était positionné comme un véritable médiateur, croyant pouvoir négocier un accord entre Washington et Téhéran portant sur le programme nucléaire iranien, l'allègement des sanctions et un cessez-le-feu permanent. Les deux camps s'étaient engagés, non pas directement, mais par l'intermédiaire de médiateurs. C'était fragile, c'était imparfait, mais c'était quelque chose. Puis, le 12 avril, ces pourparlers se sont complètement effondrés. Aucun accord, aucun cadre, aucune voie convenue pour la suite. Et c'est directement dans la foulée de cet effondrement que le blocus naval des ports iraniens a été déclaré. L'enchaînement des événements compte énormément. Le blocus n'était pas une politique au hasard. Il était la conséquence directe de l'échec des négociations. Et l'effondrement de la diplomatie a eu des conséquences à l'intérieur de l'Iran que la plupart des analystes occidentaux sous-estimaient dangereusement. L'Iran n'est pas un gouvernement unifié qui avance dans une seule direction. À Téhéran, il existe une véritable lutte interne, amère, entre deux factions. Les modérés sont des responsables qui croient qu'un dialogue avec l'Occident est possible, qui veulent la levée des sanctions par la négociation et qui comprennent ce qu'une confrontation militaire totale avec les États-Unis coûterait à l'Iran. Les durs sont des commandants du CGRI et des figures politiques qui soutiennent depuis des décennies que l'Amérique ne peut pas être un partenaire de négociation, que seule la force et la confrontation produisent des résultats. Chaque fois qu'un cessez-le-feu s'effondrait, les durs gagnaient en crédibilité. Chaque fois qu'un accord échouait, les modérés perdaient du terrain. Chaque fois qu'un navire de guerre américain tirait sur un navire iranien, le débat interne à Téhéran se déplaçait davantage vers la confrontation. La pression économique, contre toute attente, ne brisait pas la détermination de l'Iran, elle la durcissait. Au plus fort de la crise, le Parlement iranien a commencé à rédiger une loi visant à interdire officiellement aux navires de nations hostiles de transiter par le détroit, pas à leur imposer un péage, à les bannir. Les durs étaient en train de gagner le débat, et l'étranglement économique imposé par Washington les aidait, dans une ironie profondément inconfortable à le gagner. Voilà la partie gênante de la pression maximale. Parfois, elle maximise précisément les gens qu'elle était censée affaiblir. Au même moment, plus de 30 nations s'étaient réunies dans une base de la Royal Air Force au nord de Londres. Des planificateurs militaires tentaient de trouver une façon de maintenir le détroit ouvert comme bien commun mondial. Les Britanniques proposaient des sous-marins autonomes de chasse aux mines, des systèmes sans pilote, capables de repérer et de neutraliser les mines que l'Iran avait placées dans les voies de navigation du détroit. Mais voici le détail qui a rarement fait les manchettes. Selon des informations ayant fuité depuis des cercles de gestion de crise, l'Iran lui-même avait perdu la trace de certaines de ses mines. Le champ de mines était devenu trop vaste pour que les planificateurs iraniens puissent le surveiller entièrement. Des engins explosifs dérivaient dans la voie de transport pétrolier la plus fréquentée de la planète. Et le pays qui les avait placés là ne pouvait dire à personne exactement où ils se trouvaient tous. C'est la conséquence qui empêche les commandants militaires de dormir. Pas les drones, pas les échecs diplomatiques, pas même les chocs sur le prix du pétrole. Les mines dérivantes, invisibles, patientes, en attente. Il y a un mot qui revient dans chaque analyse sérieuse de politique étrangère sur cette crise. Pas guerre, pas sanctions, pas diplomatie. Erreur de calcul. Et ce seul mot porte plus de danger que n'importe quel drone, n'importe quelle mine ou n'importe quel blocus naval actuellement actif dans le golfe d'Oman. Car dans la longue et douloureuse histoire des conflits entre grandes puissances, très peu ont commencé par un choix délibéré. La plupart ont commencé par une hypothèse, l'hypothèse que l'autre camp reculerait, et cette hypothèse s'est révélée tragiquement, irréversiblement fausse. C'est le moment dans lequel le monde se trouve actuellement. La phrase la plus dangereuse en politique étrangère n'est pas criée lors d'une conférence de presse, elle est murmurée dans une salle où tout le monde suppose que l'autre camp clignera des yeux en premier. Il faut réfléchir à ce qui s'est déjà produit et à ce que cela signifie sur le plan historique. La marine américaine a tiré sur un navire commercial iranien. Elle a saisi ce navire et l'a placé sous garde militaire. L'Iran a répondu par une attaque directe de drones contre des navires de guerre américains. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'armée américaine se trouve du côté qui reçoit une attaque de drones lancée par un État-nation. Pas une milice opérant dans l'ombre, pas un groupe mandataire aux liens niables. La République islamique d'Iran elle-même. Ce seuil ne peut pas être franchi à l'envers. Peu importe ce qui vient ensuite, diplomatie, cessez-le-feu, nouvelle escalade, ou quelque chose que personne n'a encore anticipé, la relation stratégique entre Washington et Téhéran a été modifiée de façon permanente. Les règles qui encadraient leur confrontation depuis les 4 dernières décennies ne s'appliquent plus de la même manière.
Les deux camps ont maintenant démontré leur volonté de mener une action militaire cinétique directe contre l'autre. Cela change tous les calculs à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Il existe plusieurs trajectoires réalistes, et aucune n'est simple. La première trajectoire est un retour à la table des négociations. Le cessez-le-feu prolongé à la dernière minute, semble-t-il à la demande du Pakistan, a acheté du temps précisément pour que l'Iran présente ce que des intermédiaires ont décrit comme une proposition unifiée. Que cette proposition arrive, qu'elle contienne des conditions jugées acceptables par Washington et surtout que les durs du CGRI permettent réellement à la faction modérée à Téhéran de la transmettre, rien de tout cela n'est garanti. Mais le canal diplomatique n'est pas complètement mort. Il est endommagé, tendu et profondément marqué par la méfiance des deux côtés. Mais il existe. La deuxième trajectoire est la poursuite de la confrontation en zone grise. L'Iran a perfectionné cette approche pendant des décennies. Frapper, provoquer, escalader jusqu'à un seuil précis, puis reculer juste assez pour éviter de déclencher une réponse militaire totale. Les lancements de drones après l'abordage du Tuska s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. Les drones ont été lancés, le message a été livré, et une ambiguïté plausible a été maintenue sur ce que ces drones avaient réellement accompli. L'Iran démontre sa capacité, son sang-froid, sans donner à Washington un prétexte clair pour une riposte militaire dévastatrice. Cette trajectoire prolonge l'hémorragie économique des deux côtés, sans que l'un ou l'autre ne bascule dans une guerre ouverte. La troisième trajectoire, celle que les analystes sérieux de politique étrangère décrivent comme la plus dangereuse, est l'escalade accidentelle. Un essaim de drones iraniens qui frappe réellement un navire de guerre américain et tue des marins américains. Une frappe américaine qui tue accidentellement un haut commandant militaire iranien au lieu de neutraliser des infrastructures. Une mine dérivante qui touche un pétrolier transportant une cargaison provenant d'un membre du Conseil de coopération du Golfe, entraînant d'autres nations dans la confrontation. N'importe lequel de ces scénarios pourrait réduire le temps de décision à quelques heures et forcer des réponses qu'aucun des deux camps ne souhaite réellement. Il y a des questions avec lesquelles il faut rester assis un moment, et elles comptent peu importe d'où cette crise est observée dans le monde. Si le détroit d'Ormuz reste fermé pendant 30 jours, qu'est-ce que cela fait au prix de tout ce qui compose la vie quotidienne? L'énergie, la nourriture, les biens manufacturés. La réponse dépasse presque certainement ce que la plupart des gens ont envisagé. Si la pression économique renforce constamment les durs plutôt que les modérés à l'intérieur de gouvernements adversaires, qu'est-ce que cela dit au monde sur l'efficacité à long terme des sanctions comme outil de politique étrangère? Cette question n'a pas de réponse facile, mais elle mérite une réponse honnête. Et peut être plus importante encore, lorsque deux puissances proches du seuil nucléaire mènent des opérations militaires directes contre les actifs de l'autre, avec des drones dans les airs, des mines dans l'eau, et un fragile cessez-le-feu suspendu à un fil, qui dans le système international possède à la fois la crédibilité et le levier nécessaire pour intervenir et empêcher une erreur de calcul de devenir une catastrophe. Ce ne sont pas des questions théoriques, ce sont les questions que les gouvernements de Tokyo, Bruxelles, Riyad, Pékin et Islamabad se posent en ce moment même en temps réel. Il est nécessaire de lire au-delà des manchettes, parce que les manchettes diront que des drones ont été tirés et que des navires ont été saisis. Ce qu'elles n'expliqueront pas, c'est que le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une voie maritime sur une carte. C'est le système circulatoire financier du monde moderne. Et lorsque ce système est interrompu, même brièvement, les effets atteignent chaque famille, chaque usine, chaque pompe à essence de la planète. L'histoire n'est pas seulement faite par les décisions des généraux et des présidents. Elle est façonnée par la question de savoir si le reste du monde porte attention. Le détroit d'Ormuz mesure 21 000 de large. Les conséquences de ce qui se produit dans ces 21 000 se mesurent en billions de dollars, en millions de moyens de subsistance et en décisions qui définiront la prochaine décennie de l'ordre mondial. L'histoire n'est pas terminée, loin de là. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.